Ce livre, c'est celui qui a le plus influencé ma vie d'ingénieur. Je l'ai lu quand j'avais 17 ans, juste avant d'arriver en prépa. Et en prépa, c'est pas là où il m'a le plus servi. C'est quand je suis arrivé en école d'ingénieur, puis quand j'ai commencé ma carrière en Australie, qui m'a le plus influencé. Donc ce livre, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et pourquoi j'en parle alors qu'un ingénieur, ça travaille pas 4 heures par semaine, ça travaille beaucoup plus. Non, en fait, c'est parce qu'il s'agit de reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de son temps en étant efficace pour profiter plus de la vie et faire plus de choses. On va pas faire un résumé du livre, c'est pas du tout ça la vidéo. La vidéo, c'est déjà le principe, la chose qu'il faut retenir du livre. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça. Et on commencera par ça. Et ensuite, il y a 3 concepts, 3 thématiques clés dont il parle dans le livre. Et on va voir ce que j'ai retenu et surtout ce que j'ai appliqué sur les 10 ans de carrière que j'ai maintenant. Qu'est-ce qui était vraiment utile dans ce livre? Et une parenthèse avant de commencer. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment savoir que vous me disiez quel est le livre que vous avez préféré qui a le plus influencé votre vie. Je trouverais ça cool qu'on s'aide les uns les autres et que si vous avez un conseil, soit pour moi, soit pour d'autres personnes de cette chaîne, le partager. Donc mets la vidéo en pause, écris le livre qui t'a le plus marqué et puis on reprend. Un grand merci si tu le fais. Si tu le fais pas, il n'y a aucun souci. Merci déjà de regarder la vidéo. Et on commence avec le point à retenir du livre, c'est être efficace et inutile si tu n'as pas un but précis. Je le répète, puis petite histoire, être efficace et inutile si tu n'as pas un but précis. Et je vais te donner un exemple. Il y a 8 ans, je suis arrivé en Australie et j'ai commencé chez Bouygues Australia. À l'époque, j'avais un sponsor, c'est-à-dire que j'avais un visa qui me permettait de rester, de travailler en Australie pour Bouygues, mais j'avais le droit de faire rien d'autre, aucune activité rémunérée. Et il y avait une chose que je voulais faire. C'était, j'étais venu avec l'idée, le rêve, je veux venir en Australie, surfer le matin, aller travailler, puis voir mes amis le soir. Et surfer le matin, il faut déjà savoir surfer. Et donc, mon but, c'était au début, je vais surfer et je vais apprendre à bien surfer. Dès que je travaillais au boulot, que j'arrivais à être efficace, à gagner du temps, le but c'est comment je fais pour réussir à gagner 1 heure le lendemain pour pouvoir aller surfer le matin et si j'arrive une demi-heure plus tard, qu'on me dise rien parce que j'ai quand même fait tout mon boulot. Dit autrement, si au boulot tu es hyper efficace, que tu arrives ton travail de 8 heures en 4 et qu'il te reste 4 heures, si tu n'as aucun objectif, tu vas juste travailler un peu plus, peut-être aller sur le net, aller sur Reddit, browser, faire TikTok ou Instagram ou peu importe, et tu vas perdre ces 4 heures de ta vie. Alors que si tu as un objectif vers lequel peux t'orienter ton temps, tu vas dire ok, je suis efficace en 4 heures et les 4 heures restantes, je vais pouvoir m'améliorer sur ce que je veux faire. Donc pour toi, conséquence pratique, comment tu fais pour que si tu es efficace, vers quoi tu veux diriger ton temps? Est-ce que c'est travailler encore plus pour avoir une promotion? Ou est-ce que c'est un projet personnel à côté, YouTube, ou un projet associatif avec une ONG? Ou est-ce que c'est du sport, tu fais du badminton, du rugby, du basket, du foot? Bref, où est-ce que tu veux consacrer ton temps? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton temps libre pour ne pas te retrouver à perdre le temps de ta journée? Pour résumer, si tu bosses comme un dingue sur le mauvais sujet, ça ne sert à rien. Et sur cette note qui n'est pas la plus glamour, le livre entre aussi en jeu puisqu'il offre quand même des solutions pratiques, concrètes. Donc on va voir les 3 sujets principaux du livre. Le premier, c'est le plus pratique, il y a plus de concepts classiques, t'en connais peut-être certains. Le deuxième, il y a toute une partie sur la délégation qui est à moitié bullshit, donc je vais vous dire ce qui est vraiment actuellement applicable. Et la troisième, là, c'est la plus intéressante puisqu'il s'agit de comment profiter de sa vie. C'est pour ça, en particulier en Australie aussi. Donc je vous raconte ça dans la 3e partie. On est parti. Première partie du livre, éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. On a 7 concepts ici assez classiques. En fait, ce que je vais faire pour que ce soit intéressant pour toi, c'est que je vais te dire les concepts les uns après les autres. Et à chaque fois, une anecdote personnelle d'à quel moment je m'en suis servi dans ma carrière. Dans un stage, dans un boulot, dans la vie perso. Comme ça, tu vois comment l'appliquer en concret. Premier concept, la loi de Pareto, 80-20. Ce qui est marrant avec la loi de Pareto, c'est que c'est comme la modération avec l'alcool. Tout le monde en a entendu parler, mais après, on ne l'applique pas forcément. Donc c'est bien d'avoir un petit shot pour s'en souvenir. L'idée, c'est que 80% de tes résultats vont venir de 20% de ton travail. Un exemple, quand j'étais en stage chez La Mancha, c'était donc dans les mines d'or, une ancienne filière d'Areva, j'ai fait beaucoup de strates au départ, beaucoup de tout ce qui était étudier des entreprises, savoir si on allait les racheter ou pas, faire des newsletters stratégiques et autres. Et au milieu de mon stage, j'ai eu une opportunité de partir au Soudan. En pratique, tous les entretiens que j'ai eus depuis, même 8 ans après, j'ai toujours cette ligne sur le CV qui dit que je suis allé au Soudan. Et ça, c'est toujours une des lignes majeures 8 ans après. Donc, en concret, 99% de la valeur perçue de ce stage-là vient de cet élément, de ces 3 semaines que j'ai passées sur place. Donc ce qu'il y a à retenir, loi de Pareto 80-20, essaie de te focaliser sur les 20% de travail qui auront le plus d'impact pour toi ensuite. C'est pas toujours utilisable, mais quand ça l'est, c'est très puissant. Deuxième concept clé, c'est la loi de Parkinson. Tout travail va se mettre dans le temps que tu lui alloues. En gros, si tu te donnes 2 heures pour faire une tâche, alors que tu aurais pu la faire en une demi-heure, si tu t'imposes pas de le faire en une demi-heure, tu vas prendre les 2 heures. Ça, je l'ai vu
Tout de suite dans ma carrière, très rapidement, le premier stage que j'ai fait, c'était à la SNCF, stage ouvrier en école d'ingé. Et je me suis rendu compte que certains ouvriers sur place prenaient beaucoup de temps pour faire des tâches simples, que toi, tu arrives, tu es étudiant, tu le fais en 20 minutes, alors qu'eux, ils mettent 1 heure à le faire. Comment j'évite de faire ça maintenant? Je me chronomètre. Je mets un chronomètre, j'ai 2 écrans, un ici, mon écran principal, un écran ici, mon écran d'ordinateur. Et quand je veux faire quelque chose dans un temps limité, parce que je veux être efficace et je sais sinon je ne vais pas le faire, je me mets un chrono ici de 5, 10, 15 minutes, 1 heure, peu importe. Et je l'ai fait pas plus tard qu'hier, c'était le matin, il était 11h du matin. Je voulais avoir fini certaines tâches par midi, je savais que je pouvais le faire en moins d'une demi-heure. J'ai divisé ça en 2 tâches et je me suis donné 15 minutes pour la première, 15 minutes pour la deuxième. J'ai dû le faire en 35, mais clairement, j'étais pas à un haut niveau d'énergie, donc j'aurais pas mis ce chronomètre. J'aurais sûrement débordé jusqu'à midi, midi et demi, et voire peut-être 1 heure, mais j'aurais pas fait grand-chose. Troisième concept clé, la classification de son temps de travail. Alors ça, hyper important, tu peux catégoriser ton temps de travail en 3 parties. Le travail à haute valeur ajoutée, le travail à faible, voire moyenne valeur ajoutée, et le travail inutile. Le temps à faible valeur, c'est du temps administratif. Par exemple, actuellement dans mon boulot au gouvernement, je suis obligé de loguer ce que j'ai fait comme activité dans la journée. Et enfin, tu as ce qui est inutile, c'est de travailler sur un projet qui n'avance pas, travailler sur quelque chose qui ne va pas porter ses fruits. Bah ça, il faut l'éliminer totalement. Et c'est dur parce qu'il faut arrêter la maladie de l'homme occupé. Si tu es busy, c'est que tu n'arrives pas à bien prioriser tes tâches. C'est malheureusement la triste réalité dans 80-90% des cas. Et encore une fois, j'enlève la prépa parce que la prépa, c'est différent. Mais dans la vie de tous les jours, si tu es busy, catégorise ce que tu fais et regarde, est-ce que vraiment tout ce que tu fais est utile? Je pense qu'il y a bien 1 ou 2 heures de ce que tu fais par jour qui n'est pas utile. Toujours dans la partie sur élimination, le minimalisme est hyper utile. 2 types de minimalisme. Le premier, c'est le minimalisme médiatique. C'est-à-dire, arrête de regarder les news. Genre, stop. Si tu es étudiant en sciences politiques ou autre, pas forcément, mais regarder les news autant de temps qu'on le fait d'habitude, ça ne sert à rien. Il y a des moments où je regarde uniquement des résumés des news, typiquement avec la chaîne Hugo Décrypte, ou bien j'arrête totalement, et en fait, les nouvelles importantes, on finit par te les dire. Genre là, il y a eu, on est en janvier 2022, et il y a eu Djokovic, le joueur de tennis, qui s'est fait renvoyer d'Australie. Je n'ai pas regardé les news au début, j'étais pas au courant, mais tu vas au boulot, tu t'en entends parler par un pote qui en parle, ah, t'as vu le truc de Djokovic, là tu regardes sur ton phone, tu googles, et t'es au courant, et en 2 minutes, tu sais une information que tu n'as pas besoin d'entendre 10 000 fois. Donc, minimalisme médiatique, je t'invite vraiment à le faire. Ça te permet de te focus plus. Tu n'as pas les bruits parasites, des choses sur lesquelles tu n'as aucun impact, aucune influence. Tu as ton focus, tu as ce que tu veux faire. Sois efficace, fais ce que tu as envie de faire pour tes objectifs professionnels. Et derrière, va faire ce que tu as envie de faire comme objectif perso. Encore une fois, surfer, faire du sport, voir tes amis, ta famille, passer plus de temps avec ceux qui comptent. Deuxième type de minimalisme, c'est le minimalisme matériel. Plus on a d'objets, plus on va avoir une sorte de charge mentale à ce niveau-là. Voilà, c'est pas le point exact du livre, il en parle un peu, mais ça rejoint tout ce que dit Marie Kondo sur le fait de garder uniquement des objets qui spark joy, qui évoquent de la joie. Ça, c'est un autre livre, je mettrai sûrement à l'écran. On passe à la suite, c'est-à-dire toujours sur élimination des choses qui sont inutiles. La dernière partie, c'est éviter les pertes de temps. Là, il y a 2 choses qui sont assez classiques, donc je vais passer rapidement dessus. 1, éviter les interruptions. Ça te concerne notamment si tu es dans une entreprise et que tu as des collègues autour. J'ai toujours été un grand partisan de... Le small talk, c'est bien. Le matin, tu dis bonjour, tu as le café, machin, machine à café. À un moment donné, il faut quand même que le job il se fasse. Il faut avancer. Et pour ça, il faut avoir du temps non interrompu. Surtout si tu es en codage ou tu fais des métiers qui sont très intensifs en réflexion. Pour ça, astuce pratique, tu te bookes une meeting room, tu vas dedans pendant 2 heures. Si tu es en remote, tu te bookes des sections de temps. En ce moment, le matin, j'ai un meeting de stand-up en mode méthode agile, mais jusqu'à midi, j'ai rien. C'est bloqué. Alors, des fois, il y a des choses qui s'ajoutent, mais de base, tout est bloqué pour que je puisse travailler efficacement. Donc, limite les interruptions. Et avant-dernier concept de cette partie, éviter les allers-retours d'email. Dans un email, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, avoir un si, oui, alors, si non, alors, te permet d'éliminer déjà un aller-retour. Ça a l'air de rien, mais quand tu fais ça sur 10, 20, 100 emails, sur 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, tu économises des heures de travail. Dernier élément de ce livre qui était intéressant, c'était surtout ce qui est la notion d'itération rapide. Alors là, c'est un peu... En vrai, il y a un tout petit passage là-dessus, c'est moi qui vais plus loin sur le fait qu'il faut échouer et s'améliorer le plus rapidement possible, comme dans une startup. En fait, ça vient surtout de ce livre-là, auquel ça ne fait pas référence directement, mais quand même, de Eric Ries, The Lean Startup, qui est
une bible et surtout la fondation. Et un exemple, parce que j'en donne à chaque fois, les vidéos YouTube, à chaque fois que j'en fais une, j'apprends et des fois elle marche pas, des fois elle marche. Si elle marche, tant mieux. Si elle marche pas, ça m'apprend des choses et je vais améliorer pour la prochaine. Voilà, ça c'était pour la partie numéro 1 sur tout ce qui est élimination. Il y a eu des concepts, des petites histoires, c'était la partie la plus longue, les 2 suivantes devraient être plus rapides. Deuxième partie qui est importante et qui est en fait dans ce livre une des raisons pour laquelle il se fait beaucoup critiquer, c'est toute la partie automatisation. Première chose qui est utile toujours, il n'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est l'automatisation des tâches chiantes à faire. Forcément, hein, tout ce qui est VBA, maintenant Python, tout ce qui est faire des scripts, avoir des logiciels qui font automatiquement les choses basiques, oui, fais-le. Enfin, ça te fait gagner des heures par jour et c'est monstrueux. Deuxième partie, qui là est plus intéressante, je vais passer plus de temps dessus, c'est sur la délégation. Donc quand tu automatises, soit tu l'automatises mécaniquement avec de l'IT, soit tu délègues. Et il y a toute une partie dans le livre sur la délégation, avoir des assistantes personnelles qui travaillent à l'autre bout du monde. Pourquoi à l'autre bout du monde? Parce que c'est moins cher à payer. Et à qui tu donnes tes tâches, tu leur donnes ton calendrier, elles s'occupent de trier tes emails, etc. Et je dois t'avouer que ça, c'est bien du bullshit. parce que entre 20 et 25 ans, mais sérieusement, t'as pas besoin d'une assistante personnelle. Enfin, 99,999% des gens n'ont pas besoin. Si tu regardes ces vidéos, tu n'en as pas besoin. Moi, j'en avais pas besoin. J'ai essayé. Hein. À l'époque, je trouvais ça genre monstrueux. Ah ouais, je vais te déléguer mes trucs. Mais en fait, est-ce que tu connais une seule personne autour de toi qui délègue ça qui a une assistante personnelle virtuelle? Enfin, je connais une personne, mais voilà, elle a 29 ans, elle a sa boîte. Et c'est une boîte qui fait plusieurs centaines de milliers, voire de millions de dollars. Donc c'est différent. Quand on parle de quelqu'un de normal, avoir une assistante virtuelle, non. Mais malgré ça, il y a une leçon qui était utile que j'ai retenue. Quand un de tes employés ou de tes freelances a besoin d'une validation pour une toute petite chose qu'il a besoin de faire, par exemple, régler un problème de facture, devoir répondre à une question d'un client, et que ça coûte moins de 20-50 dollars à résoudre, donne-lui la marge de manœuvre de le faire. Tu élimines cette partie de aller-retour encore une fois. Surtout, tu lui donnes de l'autonomie, c'est plus facile à gérer pour eux. Tu enlèves le roadblock. Tu ne veux pas être le bottleneck, tu ne veux pas être le goulot d'étranglement de ta propre compagnie. Donc, dès qu'il y a des toutes petites choses, délègue-le et puis juste monitor la quantité d'argent qui va être utilisée là-dedans. Et au pire, si ça devient extravagant, tu vas regarder ce qui se passe. Mais si tu as juste besoin de dépenser 100 € ou 100 dollars par mois dans le cas d'une boîte pour t'enlever plein de petits problèmes, juste fais-le, quoi. Juste focalise-toi sur ce qui est le plus important. Et ce qui m'amène au troisième point de cette partie, élimination des choses inutiles. L'aspect finance, l'aspect entrepreneurial, il a quelques bons conseils. Trouver une niche, être extrêmement spécialisé au début pour réussir à être le meilleur dans sa niche. Ce que je fais par exemple avec YouTube, je me focalise sur des vidéos pour ingénieurs parce que je pense que c'est là où j'ai une capacité à me différencier des autres. Ensuite, dire ce que tu fais en une phrase, c'est hyper important. Toujours être capable de dire ton métier ou les projets que tu as en une phrase. Exemple, dans ma vie professionnelle, moi je rends les choses simples. C'est ce que je fais, je rends les choses simples. Et sur YouTube, j'aide les ingénieurs à bien débuter leur carrière. Ça, une phrase, c'est hyper important. Et ça demande beaucoup de travail, hein. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est justement parce que c'est simple que j'ai passé beaucoup de temps dessus que c'est simple. Et je t'invite à faire de même. Et ensuite, au niveau argent, un truc important qu'il dit aussi, c'est ne va pas investir énormément d'argent dans un projet avant d'avoir vu que ça marche. Teste, et une fois que tu vois quelque chose qui marche, là tu peux te lancer. Donc ça, c'est pour la partie entrepreneuriat. Et je pense qu'on arrive au bout de la deuxième section sur l'automatisation. Comme tu as pu le voir, beaucoup de choses auxquelles je n'adhère pas, mais des petits éléments, des petits conseils qui sont quand même pertinents. Et on arrive à la partie numéro 3, la partie profiter de la vie. Profiter de la vie, ce qui est le but d'être plus efficace, c'est quand même de se faire plaisir. Et pour ça, partie beaucoup plus courte. On va commencer avec une citation. Les gens ne veulent pas devenir riches, ils veulent le style de vie qui l'accompagne. Les gens ne veulent pas devenir riches, ils veulent le style de vie qui l'accompagne. Et pour montrer ça, l'auteur parle des mini-retraites. Il prend un exemple d'une personne lambda qui voit la retraite comme cet Eldorado, tu travailles 30 ans, 40 ans, et ensuite tu pourras faire ce que tu veux. Pourquoi tu ne fais pas des mini-retraites, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 30 ans, tous les 6 mois, ce que tu veux faire à la fin, là, voyager, voir des amis, etc., et tu prends ça et tu le fais tous les 6 mois. Comment ça, tu peux dire, ouais, super, Thomas, c'est génial, c'est du discours, mais il n'y a pas d'action concrète derrière. Si, ça pour le coup, c'est en ce sens, c'est avec ce concept-là que j'ai vraiment décidé de venir en Australie. Pourquoi? Parce que j'ai eu le Australian Dream, le rêve australien, de venir, de faire du surf et après, etc. Je l'ai déjà dit, de vivre ma vie ici. Au moins 2 fois par mois, je vais aller passer une journée d'un week-end dans un coin perdu
et tu te retrouves sur des plages incroyables où il n'y a personne, tu te crois en vacances. Tu te crois en vacances comme les vacances quasiment d'une vie. Et quand je vais surfer le matin, lundi et mardi dernier, je suis allé surfer le matin, il y avait des super vibes. T'as le lever de soleil, t'as les palmiers derrière, t'es dans l'eau. C'est incroyable. Je suis en vacances. Je suis en vacances un lundi et un mardi. Bon, après, j'ai ma journée de travail. Mais c'est tellement plaisant. Et c'est ça que je suis venu chercher ici. Et toi, tu peux avoir une autre vision de ce que tu veux faire plus tard. Tu peux vouloir être avec tes amis d'enfance. Tu peux vouloir aller voyager dans plein de pays différents. Et ça peut avoir différentes déclinaisons. Mais il est intéressant de te poser la question, comment je fais pour avoir une vie? Comment je fais pour construire ma vie, pour choisir des métiers, des projets qui me permettent d'avoir une vie qui me plaît vraiment? Et quitte à ce que je travaille quand même 35, 40, 45 heures par semaine et que ça me plaise plus ou moins, qu'est-ce que je peux faire pour que le reste du temps, ça puisse vraiment être incroyable? On n'a pas tous cette chance, on n'a pas tous la chance de pouvoir faire ça, mais si tu as l'opportunité, si tu es suffisamment jeune, je t'invite à te poser ce genre de questions et à te dire, les décisions que tu prends maintenant auront un impact sur 5, 10 ans potentiellement, comment tu construis ta vie. Idéalement, en somme, essaie de transformer ta vie pour que tu sois heureux tous les jours. Et ce livre est excellent pour prendre conscience de ça et avoir des outils concrets sur comment faire, ou en tout cas commencer à réfléchir. Et dans la quête d'une vie agréable, il y a un obstacle inattendu qu'il faut absolument éviter, ce sont les congés illimités. J'en parle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est un vrai piège, il ne faut pas tomber dedans, certaines entreprises le poussent, mais évite-le absolument. Si tu veux savoir comment et pourquoi, clique sur cette vidéo, enfin je t'invite à aller la voir en gros, et sinon je te retrouve soit pour celle-là, soit bonne continuation, à bientôt, bye bye.